Dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué comment faire pour défiscaliser de l'argent quand on était en particulier. Malheureusement, quand on est particulier, on est limité dans les possibilités. Du moins, les montants qu'on peut défiscaliser plafonnent assez rapidement. Par contre, quand on est en société, on est dans un univers illimité, comme je vais vous le démontrer dans cette vidéo. Et je vais partager avec vous les meilleures techniques que j'utilise pour pouvoir payer le moins d'impôts possible. Tout est légal et parfaitement transparent. Donc, si vous voulez défiscaliser, ou alors si vous avez une société et vous ne savez pas comment faire pour payer le moins d'impôts avec elle, cette vidéo va vous être utile. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir redresser notre communauté. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Et puis deuxième chose, dans la barre de description, tu as un lien vers un quiz qui va te permettre de savoir si tu gères bien ton temps ou pas. Parce que le temps est une ressource rarissime et quand on ne sait pas bien le gérer, on est clairement dans une position où il est difficile de s'enrichir. Fais ce quiz et tu seras surpris des réponses. Créer une société est le meilleur moyen de s'enrichir. Comme j'ai l'habitude de le dire ici, personne ne devient super riche en étant simplement salarié. La création de la société est un vecteur très puissant parce qu'avec une société, bien évidemment, on est illimité dans les possibilités de gains que l'on a. Quand on est salarié, on a notre salaire qui nous permet d'avoir généralement un cadre de vie plus ou moins décent. Mais si on a de grandes ambitions, le salaire ne peut pas suffire pour toutes les combler. Donc généralement, on a besoin d'une machine à cash. D'où l'intérêt de créer une société. Mais quand on a une société et que celle-ci commence à rapporter de l'argent, on est tout de suite confronté à la problématique de la défiscalisation. Par exemple, quand j'ai démissionné en tant que salarié pour me mettre en indépendant, j'ai triplé mes revenus en un seul mois. Vous imaginez quelqu'un qui touchait une certaine somme, disons 3 000 € et qui du jour au lendemain se retrouve à en toucher 10. Ça fait beaucoup d'argent. Alors oui, au début, on est content. Mais très rapidement, la question qu'on commence à se poser, c'est qu'est-ce que je fais pour pouvoir payer le moins d'impôts possible. Donc, j'ai été confronté justement à cette problématique des impôts et je crois que tous les entrepreneurs sont confrontés à cette problématique-là quand on a des sociétés qui génèrent du bénéfice. Et donc, je me propose de partager avec toi aujourd'hui justement quelques-unes des astuces que j'ai découvertes et qui peuvent te permettre vraiment de faire une différence. La première chose que l'on peut faire quand on a une société pour payer le moins d'impôts possible, c'est se créer des charges. Pourquoi ? Parce qu'en règle générale, la plupart des pays imposent sur le bénéfice. Je dis la plupart parce que ceux qui ne le savent peut-être pas, mais en Afrique, notamment au Cameroun par exemple, les sociétés payent des impôts sur le chiffre d'affaires. Ouais, c'est choquant, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ici, on paye les impôts sur le chiffre d'affaires. Alors pourquoi? Parce que les impôts se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de personnes qui s'arrangeaient à passer leur société déficitaire pour ne pas avoir à payer d'impôts. Donc, du coup, on a décidé de modifier la loi et de faire que les sociétés payent des impôts sur le chiffre d'affaires, ce qui est bien évidemment absurde parce que une société peut avoir beaucoup de charges et en réalité ne pas faire d'argent. Mais dans le monde réel, dans la vraie vie, en général, on impose des sociétés sur les bénéfices. Et donc, du coup, plus vous allez avoir de charges et moins vous allez payer de bénéfices. Il ne s'agit pas de créer des fausses charges, mais il s'agit de donner à son entreprise ce dont elle a réellement besoin pour pouvoir se développer. À ce stade-ci, il y a des gens qui créent des charges du type restaurant. Il faut savoir que quand on est en société, on peut faire passer beaucoup de choses on peut faire passer beaucoup de dépenses du quotidien comme étant des dépenses de la société. Vous pouvez faire passer vos repas. Si dans votre boulot, vous travaillez dans un environnement où vous êtes loin de chez vous, vous pouvez faire passer vos repas. Vous pouvez faire passer vos déplacements, par exemple en avion. Moi, quand je me déplace, c'est la société qui paye puisque je me déplace pour travailler, donc c'est normal. Vous pouvez faire passer, par exemple, quoi d'autre? J'ai parlé des repas, j'ai parlé... Alors, pas des vêtements, parce que je sais qu'il y a le piège, la tentation d'aller acheter des vêtements. Dans les pays anglo-saxons, vous pouvez faire passer des vêtements. Mais dans les pays francophones, c'est interdit de faire passer vos vêtements dans votre société. Même si vous dites que vous portez des costumes pour aller au travail tous les jours, vu que ce sont des vêtements à double usage,
le fisc refuse. Par contre, vous pouvez faire passer votre blouse de travail si vous êtes par exemple mécanicien. Donc, il y a la possibilité comme ça de mettre des charges dans sa société pour pouvoir diminuer son imposition. Mais on est très vite limité en réalité parce que quand vous avez une société qui gagne vraiment de l'argent, les postes dont je viens de parler sont des postes vraiment ridicules. Ça ne va pas monter très haut. Même si vous mangez 20 € tous les jours, à la fin de la semaine, vous avez mangé, à la fin du mois, vous avez mangé 400 €. C'est pas avec ça que vous allez diminuer votre assiette fiscale quand vous gagnez vraiment des sous avec votre société. Donc, ce sont des petits moyens comme ça qu'on utilise, mais je préfère vous les donner en début de vidéo avant d'aller vers des choses un peu plus conséquentes. La possibilité aussi, une autre possibilité que vous avez aussi avec votre société, si c'est nécessaire, c'est de vous acheter un véhicule. Un véhicule est un moyen de pouvoir baisser la charge que vous allez payer en impôts auprès de l'État. C'est un moyen que certaines personnes utilisent pour pouvoir baisser, bien évidemment, là aussi, comme je disais tantôt, les charges. Le deuxième moyen que vous pouvez utiliser, et pour moi c'est le plus puissant, c'est de créer une holding. Qu'est-ce que c'est qu'une holding? Une holding, c'est une société qui chapeaute d'autres sociétés. C'est une société mère, en réalité, qui a des filles. Donc, si vous avez plusieurs sociétés ou même une seule société, vous pouvez créer une holding afin qu'elle vous serve de moyen pour pouvoir payer moins d'impôts. Dans quel cadre donc une holding peut être vraiment utile? Dans 3 cadres, alors je vais vous citer 3, il y en a d'autres, mais je vais vous en citer 3 qui sont vraiment importants. Si vous avez une société et que vous voulez par exemple investir dans une autre société, c'est-à-dire que vous avez une première société et vous voulez vous diversifier, créer une holding peut être un très bon moyen. Supposons par exemple que vous êtes dans l'immobilier, ce qui est le cas de plusieurs personnes. Vous avez des biens immobiliers. Plutôt que de les avoir à titre propre, titre personnel, vous gagnerez à les avoir dans une SCI. Parce que quand vous les avez dans une SCI, vous avez la possibilité de pouvoir remonter les bénéfices de vos loyers pour pouvoir aller voir une banque et demander à la banque de vous prêter de l'argent pour financer l'achat d'une autre société. Quand vous êtes à titre particulier, les biens que vous avez, peu importe ce que vous faites comme revenu, vous ne pouvez pas aller voir une banque pour lui demander de vous financer quoi que ce soit. Par contre, quand vous êtes en titre de société, tout devient possible. C'est-à-dire qu'il est facilement possible d'aller voir une banque et lui dire, écoutez, voilà, on a un immeuble, on a 3 appartements, on a 5 appartements et prêtez-nous de l'argent pour pouvoir acheter une société qui va être dans un domaine X, Y, Z ou alors même pour créer une autre SCI. Alors, SCI, Société Civile Immobilière. Vous avez aussi l'autre possibilité, l'inverse, c'est-à-dire vous avez un business qui marche plutôt bien, vous êtes consultant, vous êtes à votre propre compte, vous gagnez pas mal d'argent et beaucoup de gens dans cette chaîne sont dans ce cas-là. Et bien ce que vous pouvez faire, c'est qu'avec vos revenus, avec votre société classique, vous pouvez créer une holding qui va vous permettre de financer la création d'une SCI. C'est-à-dire que l'argent qui va être dans votre société de base, vous pouvez le remonter au niveau de votre holding et ainsi avec cette holding-là, financer l'acquisition d'un bien immobilier. C'est là une possibilité énormissime. Hein. Il faut bien comprendre de quoi je parle. Prenons un cas de figure très simple. Si vous avez une société, par exemple, supposons que votre société fait 100 000 € de bénéfices, par exemple. C'est un exemple. 100 000 € de bénéfices. Si vous voulez sortir les 100 000 € de bénéfices, vous allez payer ce qu'on appelle une flat tax si vous êtes en France. Et peu importe le pays dans lequel vous êtes, hein, les holdings fonctionnent à peu près de la même manière. Vous allez payer une taxe pour sortir cet argent pour qu'il devienne le vôtre. Donc, vous allez laisser 30 000 € à l'État. Avec donc les 70 000 € maintenant, vous allez pouvoir aller faire votre opération immobilière. D'accord? Si vous voulez par exemple acheter un bien qui coûte, allez, disons 200 000 €, vous allez avoir un apport à ce moment-là de 70 000 € et vous allez aller chercher votre crédit auprès de la banque. Qu'est-ce qui se passe si vous aviez une holding? Si vous avez une holding, vous prenez les 100 000 €, vous les faites remonter dans votre holding. Les 100 000 € en remontant, vous allez payer, je crois, 5%. Alors, en fonction des pays, c'est entre 2 et 5%. Vous allez payer à peu près 5% d'impôts à l'État. Donc, vous allez vous retrouver dans votre holding avec 95 000 €. Maintenant, les 95 000 €, vous pouvez les rabattre comme apport de votre holding à votre SCI pour l'achat du nouveau bien. Du coup, vous allez pouvoir avoir un bien dans lequel vous avez injecté 95 000 € au lieu d'avoir simplement injecté 70 000. Voilà comment la holding vous permet de gagner facilement 25 000 €. Ce n'est qu'un exemple, mais vous voyez à quel point ça peut être puissant quand vous avez des sommes de plus en plus importantes. La holding, c'est un efficace moyen de pouvoir faire ce type de transaction-là, c'est-à-dire partir d'une société, emprunter de l'argent pour lancer une deuxième société. La holding, c'est parfait. Et si vous avez une bonne holding, les banques vous prêteront beaucoup plus facilement de l'argent et à des taux beaucoup plus intéressants que si vous ne deviez prêter de l'argent à titre particulier. Je fais une petite parenthèse ici parce que quand on a un business, il faut bien comprendre que si vous voulez croître dans l'entrepreneuriat, l'un des meilleurs moyens que vous avez de le faire, c'est de racheter des sociétés.
Parce que quand je parle de rachat de société, vous pouvez vous demander à quoi ça sert. Mais en fait, si vous voulez aller loin, vous devez racheter d'autres sociétés. Tout le monde fait ça. Tout le monde. De Dangote à Bill Gates, tout le monde rachète des sociétés. Parce que c'est le moyen le plus puissant de réellement créer de la richesse. Donc, avoir une holding, c'est un outil majeur dans le rachat des sociétés. Donc, vous comprenez donc tout de suite quel est le lien qu'il peut y avoir et quelle est la puissance que vous pouvez avoir en défiscalisant au travers d'une holding. Deuxième moyen à quoi peut vous servir une holding, c'est de pouvoir faire des échanges de trésorerie entre différentes sociétés. Par exemple, vous avez une société qui s'appelle Investir au pays, qui est bénéficiaire. Investir au pays, par exemple, Cameroun, France, par exemple, qui est bénéficiaire. Vous avez une autre société, Investir au pays, par exemple, Cameroun, qui elle est déficitaire. Une autre société qui elle est peut-être à l'équilibre. Qu'est-ce que vous auriez fait normalement? Vous auriez payé vos impôts avec Investir au pays France. Vous n'auriez pas payé avec Investir au pays Cameroun, puisque vous n'avez pas gagné grand-chose. Vous n'auriez pas payé avec les autres sociétés, ainsi de suite. Par contre, si vous avez une holding, vous pouvez signer des conventions entre vos différentes sociétés qui font que la société qui est bénéficiaire remonte son argent auprès de la holding et plutôt que de payer beaucoup d'impôts sur ces sociétés-là, la holding redistribue cet argent auprès des sociétés qui sont déficitaires. Et donc, votre bénéfice, plutôt que de payer beaucoup d'impôts dessus, en réalité, vous le redispatchez pour donner de l'énergie à vos sociétés qui, elles, sont encore souffrantes. C'est un gros et puissant moyen de pouvoir ventiler de l'argent entre plusieurs sociétés quand on a une holding. Donc, la holding, c'est super puissant quand on veut avoir plusieurs sociétés, en réalité. Parce qu'elle va vous permettre, comme je disais, de faire des équilibres, d'envoyer de l'argent ici, de prêter de l'argent là. Et il est rarement, les cas sont rares là où toutes vos sociétés performent très bien en même temps. En général, il y en a qui sont un peu plus fortes que d'autres. Et donc, les échanges peuvent être vraiment pertinents. Le troisième avantage de la holding que je vois, c'est pour la succession. Quand vous avez des enfants de la famille, il faut savoir que si vous n'avez pas de holding et que vous voulez léguer quelque chose à vos enfants, vous allez payer plein pot. Les impôts pour les successions sont souvent élevés dans pas mal de pays. Or, avec une holding, quand vous avez rédigé les bonnes conventions et les bons textes, vous pouvez permettre que vos ayants droit, enfants, parents et autres, puissent bénéficier de tous vos avoirs à des conditions préférentielles. C'est vraiment là aussi quelque chose de très important. Donc, vous comprenez qu'une holding est un moyen très puissant de pouvoir défiscaliser, de pouvoir ne pas payer d'impôts ou payer très peu d'impôts parce qu'on a su comment s'en servir. Tous les milliardaires au monde ont des holdings parce que c'est un outil indispensable. Mais bon, pour arriver à la holding, bien évidemment, il faut déjà créer une société et il faut que votre société rapporte de l'argent. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, la holding ne vous concerne pas. Mais si vous avez une première société, fût-elle dans l'immobilier qui commence à rapporter de l'argent, la holding peut vous être utile si vous êtes dans l'un des 3 cas dont je viens de parler. Si vous voulez racheter une autre société, la banque va vous prêter de l'argent sur la base des performances des autres sociétés qu'il y a dans la holding. Si vous voulez équilibrer vos comptes entre plusieurs sociétés et dispatcher l'argent là-dedans, la holding, c'est génial. Si vous voulez créer du patrimoine et le léguer à vos enfants, la holding, c'est génial aussi. Il y a d'autres subtilités un peu plus avancées. Bon, celles-là, c'est quand même des secrets vraiment très puissants. Je ne vais pas les partager ici, hein, parce que sinon, les fiscalistes vont me tomber dessus parce que j'aurais révélé des secrets qu'ils donnent en consultation. Non, c'est surtout que les vérités en fiscalité sont propres à chaque personne. Donc, le problème, c'est que quand on donne... Je vous ai dit qu'il faut créer une holding, mais il faut vous faire accompagner, clairement. N'allez pas vous dire que vous allez créer votre holding vous-même, ça ne sert à rien. Prenez votre expert comptable ou un fiscaliste qui étudie votre cas de figure et qui vous propose la meilleure des solutions fiscales qui correspond à votre projet. N'essayez pas de faire des choses au quartier parce que vous avez vu une vidéo YouTube quelque part. Ça ne marche pas comme ça. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport au holding. C'est vraiment un moyen puissant pour réduire son système d'imposition. Et si vous savez bien comment ça marche, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous allez payer de moins en moins d'impôts et mieux ventiler votre argent au fur et à mesure que le temps va passer. Quand on est une société, je vais terminer avec ça, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir du cash, c'est de créer du patrimoine. Beaucoup de gens confondent ça en réalité. Quand vous avez une société, avoir la société est un truc très puissant. Parce qu'une société, comme je disais, ça vous permet de vous créer un patrimoine. Par exemple, beaucoup de gens, quand ils ont une société, ils pensent que ce qui est important, c'est d'avoir du cash. Non, vous allez voir beaucoup d'hommes multimilliardaires, ils n'ont pas 1 million dans leur compte bancaire. Les gens sont très riches à cause de leur patrimoine, de leurs avoirs, des parts qu'ils ont dans les sociétés. Ils ne sont pas riches parce qu'ils ont des milliards dans leur compte en banque. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre la fortune de ces gens-là. Donc, quand vous commencez donc à dire que vous allez avoir une holding, vous dites que vous entrez dans un game dans lequel vous allez vous constituer un patrimoine. Revenons un peu à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Je vais vous clôturer en vous donnant ce bonus-là. Vous dites que vous allez décider de créer une SCI. Supposons par exemple que vous ayez un business qui tourne bien et vous voulez créer une SCI. OK? La SCI va être
va avoir deux principaux actionnaires. Vous, à titre personnel, et par exemple, la holding. OK? Comment faire pour donc bénéficier de l'argent de votre société? Vous pouvez créer, par exemple, une convention qui dit que entre la SCI et vous, enfin la SCI que vous créez, c'est une SCI qui vous appartient par exemple à 80% et à 20% à la holding. D'accord? Donc c'est la convention. Vous avez 80% des parts dans la holding et dans la SCI et votre holding à 20% des parts. Par contre, quand vous voyez un bien que vous voulez financer, par exemple un bien qui coûte 100 000 euros, eh bien qu'est-ce que vous faites? Vous prenez 100 000 euros de votre société qui tourne bien, vous les remontez, alors vous prenez 102 000 euros, vous les remontez au niveau de la holding, vous payez, enfin 105 000, vous payez 5 000 euros de taxes, et avec les 100 000 euros que vous avez remontés à votre holding, vous faites que la holding prête ces 100 000 euros-là à votre société fille, c'est-à-dire à votre SCI. Or, qu'est-ce qui vient de se passer? Vous venez de faire passer 100 000 euros de votre holding vers votre SCI, n'est-ce pas? Qui a financé votre holding? Mais rappelez-vous des termes de la SCI. Vous êtes propriétaire à 80% de la SCI. Ça veut dire que le bien que vous allez acheter avec la SCI vous appartient à vous personnellement à 80%. Or, en réalité, il a été financé à 100% par votre holding. Ce sont des mécanismes qui se font, qui sont pratiques, que le fisc connaît, qui sont légaux et que vous pouvez appliquer. Mais bon, comme je le disais au début, pour pouvoir faire ce genre de choses, il y a deux conditions. La première, c'est que vous devez avoir une société qui fonctionne bien. Et la deuxième, c'est qu'elle doit fonctionner bien très longtemps. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que l'argent que vous avez fait remonter auprès de la société holding a été prêté à la SCI. Donc, ça veut dire que la SCI est supposée rembourser votre société qui lui a prêté cet argent-là. Donc, ce type de formules ne peuvent marcher que parce que la société de base génère du cash et qu'elle continue de générer du cash. Parce que si demain votre société qui vous permettait de pouvoir financer vos autres business devient défaillante, eh bien, du point de vue de l'administration fiscale, il faut que les autres sociétés du groupe puissent rembourser le prêt qu'elle leur a fait. Donc, n'allez pas vous aventurer une fois de plus à faire ça au quartier. Faites-vous accompagner par un bon fiscaliste ou un expert comptable qui maîtrise bien le domaine pour faire les choix les plus judicieux. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Laquelle de ces options-là vous paraît pertinente? Est-ce que vous avez appris des choses? Et puis, si vous avez d'autres moyens d'optimiser, dites-les nous dans les commentaires afin qu'on puisse tous en bénéficier. À très bientôt.